Et merci au Pacte du pouvoir de vivre d'avoir prévu ce webinaire. Alors, je suis Henri Simard, je suis allié à ATD. Je me suis investi depuis 3 ans en accompagnant notamment un projet qui s'appelle Osons les savoirs d'expérience de l'exclusion et qui a accompagné un peu plus de 80 personnes depuis 2020 vers des personnes issues de la précarité ou dans des situations très difficiles vers des formations qualifiantes. Et dans ce cadre-là, j'ai beaucoup appris avec les personnes que j'ai accompagnées et leur ténacité aussi. Et puis j'ai aussi une expérience antérieure de responsabilité dans les collectivités territoriales sur les questions de l'emploi et de la formation, qui éclaire aussi le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Voilà, et j'ai d'ailleurs à ce titre-là beaucoup de respect pour les professionnels qui interviennent dans le domaine de l'insertion, de l'emploi. Je sais tout le travail qu'ils font et je sais aussi les injonctions qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur fonction. Voilà. Alors on va, et bonjour à toutes et tous. On va tenter en quelques minutes, pour ma part, et puis de vous expliquer ou de dire un peu ce qu'il faut comprendre de la réforme de France Travail, ce qu'il faut comprendre de ce qui va se passer ou ce qui pourrait se passer pour les bénéficiaires du RSA et d'analyser un peu les effets de cette réforme au regard du RSA. Voilà, puis je passerai la parole à Maria Théron, militante d'ATD, qui nous témoignera un petit peu de son parcours de formation et des difficultés qu'elle a rencontrées. Alors, sur la réforme de France Travail. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette réforme de France Travail? Alors, les objectifs de la réforme d'abord, bon, ils sont assez simples, on va dire. Un objectif du plein emploi, une réforme forte de l'accompagnement et une mise en commun des compétences de Pôle emploi, des régions, des départements, des missions locales. Alors, le plein emploi, un objectif de plein emploi, bon, ok, si on prend les chiffres de l'INSEE au 4e trimestre 2022, le taux de chômage est stable, à 7,2%, il est plutôt en diminution, donc on pourrait dire tout va bien. Mais il faut qu'on fasse attention ensemble, parce que derrière un chiffre très global se cachent quand même des réalités assez complexes. On trouve encore 3 millions de personnes à la fin du premier trimestre 2023 en catégorie A, donc demandeurs d'emploi immédiatement disponibles, et environ 5 millions de demandeurs d'emploi, toutes catégories. Et donc, attention à des réalités du plein emploi. Il reste encore de nombreuses personnes en demande d'emploi. Il reste aussi, parmi ces demandeurs d'emploi, 40%, plus de 40%, 44% exactement, ont plus d'1 an de demande d'emploi, et une partie de la population a aussi plus de 3 ans de demande d'emploi. Donc, cet objectif de plein emploi, il n'est pas si évident que ça, ou du moins ce qu'on laisse entendre. Et puis, on nous parle d'1 million d'offres d'emploi non pourvues, mais attention, là aussi, méfions-nous ensemble de ce que peut cacher cette réalité, parce que une offre d'emploi, ça peut être un CDI, mais ça peut être quelques heures d'intérim. Donc, on ne peut pas comparer exactement ce qu'on appelle les offres d'emploi. Donc, le plein emploi, un objectif quand même difficile, une réforme forte de l'accompagnement. Bon, on souscrit assez facilement à cet objectif de la réforme de l'accompagnement, mais on verra vite qu'on se concentre quand même sur les bénéficiaires du RSA et pas sur tous les demandeurs d'emploi, ce qui en soi pose quelques difficultés. Pourquoi finalement on axe vraiment cette réforme uniquement sur les bénéficiaires du RSA? Et puis, on indique une mise en commun des compétences de Pôle emploi, des régions, des départements et des missions locales. En gros, on dit, voilà, l'ensemble de ces partenaires vont travailler en commun. On ne réforme la répartition des compétences ne change pas, mais on dit toutes ces personnes vont travailler en commun. Mais on observe que on assigne à Pôle emploi, et demain France Travail, on lui assigne quand même un rôle d'ensemblier, d'animateur. Donc c'est très important.
Et ce rôle-là, on va voir comment il est pris dans les territoires, parce qu'on a quand même beaucoup d'acteurs de l'insertion et de l'emploi sur les territoires, les départements, les régions, les communes avec les missions locales, les associations d'insertion. Donc, comment tout ce monde-là va prendre acte du pilotage de Pôle emploi? Voilà, on va observer ce qu'est la réforme de France Travail. Donc, le process de mise en place de France Travail, c'est une préfiguration de France Travail, une mission de préfiguration. On a un document de préfiguration. On parle d'expérimentation, j'en parlerai un peu plus tard, sur 18 territoires en France, d'expérimentation, d'accompagnement des bénéficiaires du RSA à 15-20 heures d'activité. Et on parle de la loi travail qui serait discutée avant l'été de cette année. Donc voilà ce qu'est la réforme de France Travail, plein emploi, réforme de l'accompagnement, mise en synergie de tous les acteurs et le process de mise en place de France Travail. Alors maintenant, passons à un deuxième point, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut faire dans cette réforme avec les bénéficiaires du RSA. Alors, je trouve ces éléments à la fois dans le texte de préfiguration de France Travail et à la fois dans les expérimentations. Voilà. Après, on verra comment ça se met en place entre les expérimentations, parce qu'on se demande à quoi servent les expérimentations si dès à présent, on acte les grands principes de France Travail. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire un contrat d'engagement pour tous les bénéficiaires du RSA, mais un contrat d'engagement vers l'emploi. Voilà, premier aspect. On veut ajouter des sanctions, on en parlera, lorsqu'on ne remplit pas ce contrat d'engagement, et on veut conditionner à 15 ou 20 heures d'activité les parcours des bénéficiaires du RSA. Bon, il faut rappeler avant toute chose que le RSA est un droit à avoir des moyens convenables d'existence. Vivre au RSA, c'est souvent survivre. Et le conditionner de cette façon, c'est quand même assez délicat. On voit bien qu'un bénéficiaire du RSA seul, par exemple, un bénéficiaire seul du RSA aura environ 600 € par mois. Donc, comment vivre déjà avec 600 €? On ignore ce que veut dire être au RSA, toutes les démarches à faire pour trouver un logement décent, pour régler des questions de santé, pour assurer la charge de ses enfants, la sécurité alimentaire. Donc, on ignore un peu que c'est presque un emploi à plein temps. Alors, ce qu'on veut faire, c'est un contrat d'engagement pour tous les bénéficiaires du RSA, en lien avec Pôle emploi. Alors, attention, la marche est grande. Il faut bien entendre qu'aujourd'hui, seuls 40% des bénéficiaires du RSA sont inscrits à Pôle emploi. Ça veut dire que 60% des bénéficiaires du RSA ne sont pas inscrits à Pôle emploi. Alors, dans les expérimentations et dans France Travail, on commence à dire il faut que tout le monde soit inscrit à Pôle emploi. Bon. Et il faut lier l'inscription à la CAF pour la demande du RSA à l'inscription à Pôle emploi comme demandeur d'emploi. Alors, c'est délicat cette affaire-là parce que jusqu'à présent, il faut bien entendre que l'inscription à Pôle emploi est un acte volontaire. Il faut s'inscrire à Pôle emploi, il faut activer ses droits sur Pôle emploi. Donc, on veut lier cette inscription à Pôle emploi. Donc, on verra comment ça peut marcher. Il faudrait aussi se poser la question, pourquoi les personnes ne sont pas inscrites à Pôle emploi finalement? Pourquoi les bénéficiaires du RSA ne sont pas inscrits à Pôle emploi? Probablement que beaucoup ont été inscrits à Pôle emploi à un moment donné, mais ont plutôt abandonné cette inscription à Pôle emploi, faute de propositions très concrètes. Alors, maintenant, sur le contrat d'engagement. Donc, sur le contrat d'engagement avec les bénéficiaires du RSA, c'est le référent de Pôle emploi qui a la main. Voilà, c'est lui qui a la main quand même sur ce contrat d'engagement vers l'emploi. Bon. Alors, dans le détail, on ne pourra pas rentrer dans le détail, mais le bénéficiaire remplit un questionnaire qui est ensuite traité par un algorithme qui détermine la nature du contrat d'engagement. Bon, ça, c'est ce qui nous est décrit dans le document de préfiguration de France Travail. Bon, ce n'est pas très rassurant ni très respectueux des personnes elles-mêmes et de leur projet. Ensuite, donc contrat d'engagement, sanctions. Alors, on parle des sanctions avant même de parler des 15-20 heures d'activité, c'est un peu curieux. Alors, on a inventé dans
ce document de préfiguration une sanction qu'on appelle sanction remobilisation. C'est-à-dire que qui est à la main du conseiller Pôle emploi. C'est le conseiller de Pôle emploi, en quelque sorte, qui pourrait décider une sanction qui irait jusqu'à la suspension du RSA pour que la personne soit remobilisée parce qu'elle n'a pas suivi son contrat d'engagement. On peut s'étonner de voir une sanction remobilisation. Enfin, on a du mal à voir comment on peut remobiliser des personnes à partir du fait qu'on leur coupe des vivres. Et puis, donc, contrat d'engagement, sanction et le conditionnement à 15-20 heures d'activité. Alors, OK, on peut comprendre que soient mis en place des accompagnements renforcés ou intensifs. Mais pourquoi on s'enferme dans une logique de 15-20 heures d'activité hebdomadaire? Pourquoi on ne propose pas des dispositifs différents selon les besoins des personnes, les offres possibles identifiées sur le territoire? En plus, si on multiplie le nombre d'heures à proposer par le nombre de bénéficiaires, on arrive quand même à des chiffres astronomiques. Je rappelle, 15-20 heures d'activité hebdomadaire, c'est énorme. Alors, qu'est-ce que seraient ces activités? Alors, on trouve en annexe du rapport de préfiguration de France Travail, on trouve un référentiel d'activités. Voilà. Alors, on a du mal à voir comment ces activités vont se traduire en heures exactement dans la semaine. Je vais vous prendre un exemple. On a des items comme prendre confiance en soi, se mobiliser, réapproprier son histoire et mise en situation, connaissance et image de soi, pratique d'activité par le sport, la culture, le théâtre, séjour de rupture, participer à un repas partagé. Voilà, on a quelques exemples sur ce référentiel d'activité. Mais on voit bien que c'est quand même extrêmement difficile de le traduire concrètement à 15-20 heures d'activité hebdomadaire. Et on voit d'ailleurs que dans le cadre du contrat engagement jeune, qui est un petit peu, qui correspond à ce process des 15-20 heures d'activité, on voit bien qu'on a beaucoup de mal à réaliser en fait ces 15-20 heures d'activité. Alors voilà, contrat d'engagement vers l'emploi pour tous les bénéficiaires du RSA, sanctions, conditionnement à des heures d'activité. Donc, la préfiguration de France Travail, la réforme vers les bénéficiaires du RSA. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des effets pour les bénéficiaires du RSA de ce type de réforme? Il faut peut-être qu'en commun, on prenne conscience que le conditionnement, c'est quand même un acte majeur. Conditionner le RSA, c'est un acte majeur. Pour moi, on assiste quand même clairement à un basculement extrêmement important que l'on pourrait appeler le renversement de la preuve ou l'inversion des responsabilités. C'est-à-dire qu'on demande aux personnes qui perçoivent le RSA de démontrer qu'elles se bougent. Et principalement pour trouver un emploi, quel que soit le contexte dans lequel ces personnes peuvent vivre. Précarité en matière de logement, de santé, et quels que soient les territoires. Donc, c'est ce que j'appelle le renversement de la preuve. On peut dire aussi l'inversion des responsabilités. C'est-à-dire qu'on peut attendre que c'est à l'institution publique d'aller vers ces personnes, c'est à l'institution publique de faire des propositions d'accompagnement, et finalement, on inverse un peu cette responsabilité en la faisant poser sur la personne. Et je suis assez surpris de voir que ce conditionnement, on en parle presque comme si c'était déjà acté dans le rapport de France Travail. Donc, le conditionnement, c'est quand même un acte majeur sur lequel il faut bien réfléchir. Il y a, à mon avis, un risque très fort aussi de stigmatisation des bénéficiaires du RSA. On stigmatise les bénéficiaires du RSA. On fait en quelque sorte du bénéficiaire du RSA un bouc émissaire, celui qui empêcherait presque le plein emploi. Pourquoi? Parce qu'on laisse entendre que les bénéficiaires du RSA sont des personnes qui ne recherchent pas d'emploi. Et c'est bien le contraire qu'il faut affirmer. Toute personne recherche un emploi, mais a souvent fait l'expérience, finalement, des difficultés de trouver un emploi et des discriminations en emploi. Les allocataires du RSA sont finalement comme tous les demandeurs d'emploi, et comme tous les demandeurs d'emploi souvent de longue durée, eh bien, ils ont vraiment des difficultés à trouver sur les territoires des emplois. Ils ont des difficultés
à trouver un accompagnement réel, concret, pour atteindre cet objectif. Alors, très rapidement, en conclusion, avant de passer la parole à Maria, avec ATD Quart Monde, on dit beaucoup de choses sur le RSA conditionné. Il y a beaucoup de communiqués de presse. On essaye de parler du RSA conditionné. On dit attention, c'est des questions de société que pose cette réforme. C'est des questions de lutte contre la précarité qu'on ne peut pas réduire uniquement à l'accès à l'emploi. Ça pose des questions des moyens d'accompagnement. On est passé de l'ordre de 20% de moyens des dépenses du RMI il y a 20 ans à 7% des dépenses d'accompagnement. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire pour l'accompagnement. Et puis, il y a d'autres voies à engager sur l'accompagnement avec et pour les personnes. Et faute d'espace, ces personnes ne trouvent pas leur place. Et on aurait tout intérêt à bien accompagner les personnes, à comprendre ce qu'elles vivent avant de mettre en place un tel dispositif. Et à ce titre, je passe la parole maintenant à Maria qui va parler de son parcours. Et à mon avis, c'est très important de l'entendre pour comprendre ce que vivent les personnes dans ce type de parcours. À toi, Maria. Bonjour à tous. Voilà donc Maria Théron, donc militante depuis des années au sein du mouvement ATD Quart Monde, comme l'a rappelé Henri. Voilà, pour mon petit parcours, là, je vais commencer par une validation acquise à l'expérience que j'ai effectuée en 2012 et qui a été validée par le ministère du Travail. Donc, j'ai démarré des heures de formation, 20 heures, pour au final, pour qu'on me dise qu'il n'était pas possible de continuer parce qu'on ne voulait pas ajouter la difficulté à la difficulté. Aujourd'hui, je me pose encore ce que ça veut dire, mais bon, je n'ai toujours pas compris. Donc, j'ai fait ces 20 heures de formation, pardon. Et puis, on m'a dit, on finit par me dire, bah, écoutez, il vaut mieux abandonner et faire une validation acquise à l'expérience dans le domaine du nettoyage, puisque vous avez l'expérience, vous avez plus de 20 ans d'expérience dans le nettoyage. Du coup, ma VAE, en fait, c'est arrêté là. C'est arrêté là. J'ai saisi l'opportunité avec le mouvement ATD Quart Monde quand il a été proposé pour faire une formation osée dans le parcours voilà, d'obtenir un CLEA, puisque à la fin, en fait, je devais faire agent médiateur information service, ce qu'on appelle la MIS, la MI, au pluriel. Donc, j'ai saisi cette opportunité avec cette formation osée parce que je continue à croire en mon rêve. Et puis, voilà, je n'ai pas pu non plus aller jusqu'au bout, puisqu'après, je suis sortie du cadre de la formation osée pour pouvoir continuer justement cette formation osée. Actuellement, je suis en demande de passer un CFP dans la petite enfance. Et pour aujourd'hui, mais un peu compliqué, puisque au bout de 4 conventions de journée d'immersion, on vient seulement de me valider parce qu'il y a eu des erreurs entrefaites depuis. Bah, bref. Tout est rentré dans l'ordre. Je vais démarrer mes journées d'immersion en juin prochain, mais c'était un parcours du combattant avec Pôle emploi, justement pour ce dossier de la convention de stage. Ok, merci Maria. Donc, en fait, tu nous résumes presque 3 années de parcours, un parcours difficile quand même, d'accès à la formation. Tu as parlé de la médiation, tu as parlé du CLEA, hein, c'est une certification sur les CLEA, les premières acquisitions sur l'ensemble des domaines, français, mathématiques, numérique, que tu as passé. Maria, tu peux nous dire un petit mot aussi, parce que je crois comprendre que tu as beaucoup changé de conseiller Pôle emploi au cours de ton parcours. Et tu peux nous en dire un petit mot, parce que chaque conseiller Pôle emploi, finalement, a voulu te faire faire des choses et peut-être qui ne correspondaient pas très bien, finalement, à ton projet. Tu peux nous en dire un petit mot? Mais voilà, j'ai changé de 4 conseillers en 1 an et demi.
La difficulté, quand il y a ce changement de conseiller, parce qu'il faut sans cesse, redire, parce que justement, parce qu'il y a des grandes lignes, qui se présentent sur l'ordinateur et du coup, il faut toujours expliquer. Oui, en fait, j'ai j'ai eu une conseillère qui m'a dit qu'il fallait complètement, lâcher, hem, le parcours de la médiation service. Et elle m'avait demandé, à ce moment-là, si j'avais pas une autre direction dont je voulais aller. Donc je lui ai expliqué que des années très en arrière, je voulais faire, ce qu'on appelle le BAFA, qui aujourd'hui n'existe plus, pas sous ce nom-là du coup. Et en fait, et elle m'avait dit, donc je lui ai dit que je voulais faire, dans la petite enfance. Donc elle m'a conseillé de faire un CAP, ce que j'ai accepté. Mais toujours est-il, c'est que je l'ai pris de plein fouet parce qu'on vient de me motiver pour faire un CAP, et en fonction de mon âge, on me dit qu'à l'âge que j'ai, est-ce qu'il serait bien raisonnable parce qu'ayant des petits-enfants, et puis travaillant à en privé avec des enfants, si ça n'allait pas être très difficile pour moi. Je n'ai pas trop compris, je ne savais pas sur quel terrain elle voulait aller. Si ce n'est que c'est un peu d'ordre privé, hein, faut se le dire. Et moi, je pense que ce sujet de conversation n'avait rien à faire dans l'entretien, mais bon, c'est tout. Et du coup, donc j'ai commencé à faire comme j'expliquais tout à l'heure, cette convention de stage. Et 4 ont été annulés parce que justement et il y a aussi ce changement de conseiller qui est fait aussi parce que j'avais un premier conseiller enfin un premier conseiller je parle dans le domaine de la petite enfance, qui m'a expliqué qu'il fallait faire des jours d'immersion, enfin tout ce qu'il y avait avec. Puis j'ai changé un autre conseiller et puis là dernièrement, un dernier conseiller que quand j'ai pris rendez-vous, on m'a demandé sur place, directement: «Qu'est-ce que je peux faire pour vous?» Alors que j'étais en plein dossier de convention de stage, enfin voilà. D'accord. Donc en fait, le changement, Maria, le changement de conseiller, bon, tu as eu beaucoup de conseillers différents et finalement, à chaque fois, il a fallu que tu réexpliques ton projet. Et on voit aussi que pour des modalités concrètes, en fait, donc ce que tu appelles des journées d'immersion, hein, ce que tu vas faire des journées d'immersion en milieu scolaire, ben, il fallait une convention en bonne et due forme pour faire ces journées d'immersion. Et on peut dire que tu as eu un mal fou à obtenir cette convention pour qu'elle soit mise en place. Peut-être aussi dans l'expérience, dans le témoignage que tu nous fais, bon, Maria, on s'était mis d'accord pour dire tu as 57 ans aujourd'hui. En fait, depuis assez longtemps, on t'a fait quand même des allusions à ton âge finalement. Et tu as senti que ce n'était pas forcément très bienveillant dans le cadre de ton projet à mener, alors que toi, tu étais très volontaire pour mener ton projet. Tu peux peut-être en dire un petit mot sur l'âge, puis je te poserai une dernière question sur les sanctions que tu as eues avec Pôle emploi. Ouais. Mais en fait, enfin, on on vous donne cette illusion que vous pouvez faire telle et telle chose, mais que derrière, on vous rappelle votre âge, sans cesse, et vous dire: «Mais» en fait, en quelques mots, ils vous font comprendre, ben, si vous n'êtes pas un petit peu trop vieux pour ça, quoi. Et honnêtement, c'est blessant parce que, hem, Pôle emploi, pour moi, hein, Pôle emploi doit motiver et non pas dans le sens contraire. Donc en 1er lieu, on motive, on me demande, je dis que je veux faire la petite enfance, puis après on me dit, «Ben oui, mais attention avec votre âge». Non, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Hmm. Donc, tu aurais peut-être préféré que tes conseillers soient peut-être plus directs, peut-être plus lucides aussi, et te conseillent vraiment sur une orientation, ou t'accompagnent vraiment dans cette orientation. Mais oui, parce que là, sur le mot d'accompagnement, moi, il me pose un certain question parce qu'en fait, je figure aujourd'hui sur Pôle emploi pour un accompagnement renforcé. Et ce mot renforcé vient me poser question parce que quand on dit le mot renforcé, enfin, je sais pas comment eux ils l'appellent. Moi, toujours est-il que moi, il est un petit peu négatif ce mot-là,
parce que quand il est renforcé, je fais quatre dossiers de convention de stage qui deviennent caduques. Parce qu'il faut quand même savoir que le dernier, j'ai démarré une matinée. Le directeur a été obligé de me renvoyer parce que justement, ce dossier est devenu, cette convention de stage est devenu caduque. Ok. Maria, donc, je vais faire un petit résumé aussi. Tu as eu une sanction de Pôle emploi parce que tu ne t'es pas présenté à un entretien et cette sanction pouvait supprimer en fait ton allocation de solidarité spécifique et équivalente au RSA. Voilà, on va conclure sur ce témoignage pour permettre un certain nombre de questions. Bon, moi, ce que je voulais dire, c'est que malgré les obstacles nombreux, Maria, elle ne s'est pas découragée. Elle se montre aussi volontaire pour s'insérer dans le travail, s'insérer par le travail dans la société. Bon, mais sincèrement, on voit bien qu'un accompagnement plus bienveillant, plus attentif au projet de la personne, constitue un enjeu pour demain sur les territoires, pour accéder à un emploi digne, un emploi de qualité. Et je ne vois pas très bien que le développement des systèmes de contraintes et de conditionnement pourrait voir dans ce cadre une efficacité. À mon avis, il crée, à mon avis aussi avec ATD Carmonde, il crée plutôt une tension et beaucoup de maltraitance parce qu'il institue un rapport d'inégalité qui peut être un rapport d'inégalité qui est fort et qui est aussi dangereux puisqu'il devient très dépendant des personnes qui vont le mettre en place. Voilà, je vais conclure là. Il fallait faire très vite, je pense, et pour permettre aussi un temps, 15 minutes de questions, parce qu'à 9h30, on s'arrête tous. Un grand merci à vous, Henri et Maria. C'était extrêmement clair, extrêmement intéressant. Il y a déjà quelques questions, mais n'hésitez pas les uns les unes les autres à les poser donc, dans le petit espace de discussion. Donc, il y a une première question de Bernard qui dit « Quid dans le rapport France Travail du besoin d'accompagnement global sur tous les volets sociaux et non pas par silo ?» ce qui est des propositions mises en évidence souvent par nos organisations. Oui, alors, bon, le rapport, et de ce point de vue-là, présente des éléments intéressants de l'accompagnement. Il ne faut pas non plus, on ne va pas tout jeter dans ce cadre-là. Je pense que ce rapport présente un intérêt. Et notamment parce qu'il dit on met l'ensemble des professionnels autour d'une table pour régler des questions de l'accompagnement. Donc, on peut espérer finalement attendre vraiment une efficacité de cet accompagnement. Bon. Il n'en reste pas moins qu'il va falloir voir comment ça se met en place, parce que le pilotage de France Travail peut poser des questions. Et ensuite, on dit France Travail peut régler des problèmes d'accès au logement, il peut régler aujourd'hui des problèmes de la santé ou des problèmes de mobilité. Mais on sait tous que France Travail ne pourra pas régler tout seul ces problèmes-là. L'accès au logement, l'accès à la santé, c'est extrêmement complexe. Il faut faire appel à un certain nombre de partenaires territoriaux. Donc oui, OK, il faut essayer de régler toutes ces questions, mais si on arrive à entraîner avec nous l'ensemble des partenaires sur les territoires. Et puis je pense qu'il y a de très bonnes réponses sur les territoires et qu'il faut laisser vivre aussi ces territoires. Il ne faut peut-être pas s'enfermer dans un process très unique en quelque sorte. Il faut laisser quand même respirer les territoires pour que l'ensemble des partenaires s'investissent. Parce qu'on a un risque, c'est que les partenaires se désinvestissent. Ils disent, bon, Pôle emploi, demain, France Travail fera tout, allez-y. Et puis nous, on se désinvestit du champ de l'insertion et de l'accompagnement. Ça, ce serait un risque majeur. Et il faut à tout prix éviter ce risque, évidemment. Et puis, il y a les moyens d'accompagnement aussi. Il faut voir quels sont les moyens d'accompagnement et d'incitation financière qui pourraient être mis en place. Et sur ce plan-là, on n'a pas beaucoup d'indications sur l'effort supplémentaire et comment il serait utilisé. Merci Henri. Il y a une question sur les expérimentations en cours. Qu'est-ce que tu peux en dire à ce stade? Alors, effectivement, les expérimentations ont lieu sur 18 territoires.
ils ont lieu avec 17 départements et une collectivité, le Grand Lyon, hein, la métropole du Grand Lyon. Un territoire, la Seine-Saint-Denis, est sorti de l'expérimentation, donc on arrive à 18 territoires. L'idée, c'est que dans ces territoires-là, tous les bénéficiaires du RSA auraient un contrat d'engagement. Tous les bénéficiaires du RSA auraient un entretien et tous les bénéficiaires du RSA auraient un contrat d'engagement. Et c'est dans ce cadre-là qu'on expérimenterait un accompagnement avec un parcours intensif de 15 à 20 heures d'activité. Voilà. Alors, le problème de tout ça, c'est que les expérimentations mettent du temps à se mettre en place. Elles vont se mettre en place vraiment au deuxième semestre de cette année et donc et seraient évaluées à mi-parcours en 2015. Mais on voit que les choses se précipitent un peu avec la loi travail, qu'on veut déjà mettre certains principes dans la loi travail avant d'attendre un petit peu l'expérimentation ou l'évaluation sur les expérimentations, pardon. Et donc, on est un peu au milieu du gué sur ces expérimentations. Alors, rappelons que les départements qui font les expérimentations, ils le font à l'intérieur de leur territoire. Ils prennent un bassin de vie. Ce n'est pas tout le département qui fait l'objet d'une expérimentation. Par exemple, en Ille-et-Vilaine, c'est un bassin de vie autour de Redon, et ça concerne environ 1500 bénéficiaires du RSA en moyenne dans ces expérimentations. Donc, on va suivre de manière assez concrète et précise 1500 bénéficiaires du RSA par expérimentation, et des moyens supplémentaires sont également apportés sur ces expérimentations. Le risque aussi, c'est que certains départements veulent expérimenter des sanctions nouvelles ou supplémentaires dans le cadre du conditionnement. Voilà ce qu'on peut dire rapidement de ces expérimentations-là. OK. Il y a 2 questions sur territoire zéro chômeur de longue durée qui se mettent en place. La première, c'est est-ce que ce dispositif est un moyen de réinsérer les bénéficiaires du RSA? Et la seconde question, c'est est-ce que tu penses que les actions de mobilisation au sein de territoire zéro chômeur de longue durée, préalablement à l'embauche, pourraient être comptabilisées dans les 15 heures hebdo? Bon, alors d'abord, très bien, on est content d'avoir une question sur territoire zéro chômeur, parce que, comme j'ai indiqué, finalement, il y a la question de l'accès à l'emploi. Est-ce que finalement, on veut faire bénéficiaires du RSA? Bon, alors c'est une difficulté, je l'ai dit, hein, parce que déjà, on a beaucoup de demandeurs d'emploi longue durée qui ne trouvent pas de travail, qui ne trouvent pas d'emploi. On rajoute à ces demandeurs d'emploi longue durée l'ensemble des bénéficiaires du RSA qui n'étaient pas inscrits à Pôle emploi, donc on se demande comment ça va faire. Donc la réalité, c'est que les offres d'emploi sur les territoires ne sont pas ajustées aux personnes. Il n'y a pas une offre suffisante d'emploi, il faut être clair, pour l'ensemble de ces personnes. Et il n'y a pas une adaptation sur les territoires entre ces personnes et les entreprises qui pourraient les recruter. Donc, Territoire zéro chômeur, c'est une voie très intéressante qui montre comment, sur un territoire, on fait un diagnostic avec l'ensemble des personnes qui sont demandeurs d'emploi longue durée. Ça, c'est très intéressant. Et de l'autre côté, on identifie les besoins en emploi sur un territoire ou les besoins en activité sur un territoire qui pourraient être créés. Et on crée ce qu'on appelle effectivement une entreprise à but d'emploi. Et ensuite, on recrute les personnes sur le territoire zéro chômeur sous forme de CDI. Donc, effectivement, territoire zéro chômeur, c'est vraiment une réponse sur l'emploi sur les territoires. Donc, ça va se développer, mais je crois que ça pose la question, effectivement, de quelle proposition d'emploi il y a sur le territoire pour l'ensemble des bénéficiaires du RSA. Bon. Moi, je pense quand même, attention, la lutte contre la précarité, ce n'est pas uniquement l'accès à l'emploi. On est bien tous d'accord. C'est l'accès à l'ensemble de droits, c'est l'ensemble, l'accès à la santé, c'est l'accès à l'éducation, à la culture. Et l'accès à l'emploi fait partie, mais il n'est pas le seul levier d'une politique de lutte contre la précarité. Merci. Une question pour Maria. C'est Nathalie, une de vos collègues d'ATD notamment, enfin qui est militante à ATD, qui partage
Les questionnements autour de cet accompagnement renforcé que tu as évoqué, est-ce que tu peux en dire plus peut-être sur cet élément-là et ce qui t'interpelle aussi sur cet accompagnement renforcé? Alors, ce qui m'interpelle, parce qu'en fait, on m'a proposé justement donc de ne pas être accompagnement, mais accompagnement renforcé justement pour pouvoir faire au mieux pour moi, pour aboutir à ces journées de formation, de positionnement prochainement sur le territoire en vue du CAP Petite Enfance. Donc, on me dit que je suis, on prend au sérieux en me disant, mais voilà, on va vous mettre accompagnement renforcé parce que comme ça, on est sûr que ça va aboutir. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que les informations ne, ne, ne circulent pas. Euh, voilà, et c'est tout ça l'enjeu. Quand on change de conseiller, c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile parce que les infos ne sont pas transmises. En fait, on vous indique, comme je disais tout à l'heure sur l'ordinateur, on vous met des grandes lignes. On vous pose des questions antérieures que du coup, vous avez déjà. Donc, il faut sans cesse se déplacer avec le dossier pour ne pas avoir à se tromper. Parce qu'on sait que l'enjeu est très difficile, parce que moi je vous dis, hein, en 2006, je me suis vue pénalisée parce que je n'ai pas pu le seul et unique rendez-vous, je n'ai pas pu me joindre. Et quand vous dénoncez ça, voilà, enfin, c'est entre guillemets, hein, c'est que l'administration n'admet pas les erreurs. Donc là, on me répond à titre exceptionnel, on vous demande on vous garde comme demandeur d'emploi. On me fait une faveur, quoi. Mais c'est ça, tout ça, moi, à mon avis, fait partie aussi d'un accompagnement. C'est-à-dire que vous venez expliquer, vous envoyez un courrier au directeur de Pôle emploi pour expliquer pour la raison, parce que vous avez 48 heures pour, pour justifier une absence. Dans ces 48 heures, si vous ne le faites pas, vous êtes radié. Je sais pas, il y a beaucoup de choses à travailler, je pense, si bien qu'avec Pôle emploi et si bien qu'avec le bénéficiaire en lui-même. Mais voilà, on ne peut pas parler d'accompagnement, d'ajouter à mon dossier un accompagnement alors qu'il ne l'est pas. Et merci Maria. De rien. On va essayer de prendre peut-être encore 2 questions avant 9h30. Chantal évoque le rapport Equitas FNCA Secours catholique en lien avec d'autres travaux, notamment la Fondation Jean Jaurès, sur le fait que le RSA soit un double droit, le droit à l'allocation universelle et sans contrepartie, et le droit à l'accompagnement renforcé, justement. Voilà, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous partagez cette En tout cas, clairement, d'ailleurs, ATD a participé aussi à ce rapport. ATD a participé aussi à l'évaluation du RSA avec un groupe de militants d'ATD dans le cadre de l'évaluation qui a été faite par la Cour des comptes. Donc, il est très clair, en fait, sur cette évaluation. Il y a un triptyque, en fait. Ce qu'on demande, en fait, c'est effectivement l'accès à des moyens convenables d'existence, sans conditionnement, sans contrepartie. Séparer ça. Et puis ensuite, on a un droit à un accompagnement renforcé si on le souhaite, adapté à sa situation, et on a un droit à l'emploi. Donc il y a 3 droits différents. L'accès à des moyens convenables d'existence, le droit à l'accompagnement renforcé, le droit à l'emploi. Et il faut faire fonctionner ces 3 droits finalement, et c'est l'accès au droit qui doit être prioritaire, et non pas la contrepartie ou le conditionnement ou le renversement des responsabilités comme je l'indiquais tout à l'heure. C'est ça qui fonctionne. Enfin, c'est ça qui devrait, de notre point de vue, fonctionner. Et donc, il faut réfléchir à ce que veut dire avoir accès à des moyens convenables d'existence, ce que veut dire un accompagnement et ce que veut dire l'accès à un emploi. L'accompagnement, OK, il y a une réforme de l'accompagnement, mais il faudra regarder précisément comment les efforts d'accompagnement et les moyens d'accompagnement sont mis en place. Voilà, donc on souscrit complètement à cette logique-là, avec ce triptyque des droits
qui pourraient être et qui devraient être mises en place. Merci. Je crois que Maria s'est déconnectée. Il a dû avoir un petit souci. Il va peut-être nous rejoindre. Une question de Xavier. Puisque cette réforme introduit probablement une discrimination entre les allocataires, ça peut aggraver la situation des personnes en situation de pauvreté, est-ce que tu sais s'il y a des recours juridiques en cours contre l'expérimentation? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de départements qui se sont interrogés pour rentrer dans l'expérimentation. Et même certains départements ont écrit au ministre Olivier Dussopt pour dire on va se retirer de l'expérimentation. Il y a des lignes rouges à ne pas dépasser. Donc, on va regarder. Ensuite, effectivement, on n'a pas encore d'idée de recours qui pourrait être fait. Bon, il y a un point sensible, je pense, il y a 2 points sensibles. C'est l'inscription à Pôle emploi. Pour l'instant, à mon avis, ce serait très dur de la rendre obligatoire. D'ailleurs, dans les expérimentations, ils ont trouvé une subtilité pour l'instant. Ils disent on s'enregistre à Pôle emploi, on vous enregistre à Pôle emploi. Ça veut dire que vous n'êtes pas inscrit, mais vous êtes enregistré dans Pôle emploi. Bon, à voir comment ça tient. Et puis les sanctions. Parce que les sanctions, à la main du conseiller Pôle emploi, mais pour l'instant, juridiquement, elles seraient validées ensuite, elles sont prises immédiatement par le conseiller Pôle emploi, mais elles sont ensuite validées par le président du conseil départemental. Si celui-ci ne valide pas les sanctions n'auront pas lieu. Donc, il y a déjà des départements qui annoncent pas de sanctions dans ce cadre de dispositif. Mais d'autres départements qui pourraient dire bah oui, c'est l'occasion de prendre des sanctions. Et voilà. Donc, on va avoir une inégalité de traitement un peu considérable dans ces expérimentations. Et évidemment, on peut avoir des recours, mais pour l'instant, on est à droit constant, à droit existant. Donc, c'est le registre des sanctions du RSA dans le cadre des conseils départementaux ou le registre des sanctions à Pôle emploi sur l'inscription à Pôle emploi. Voilà, on est à cadre existant. Ce qu'on verra, c'est si la loi travail va changer effectivement ce cadre légal et comment il le change et quel recours, quels seraient vraiment les effets de la loi travail. Donc, on va regarder quand même très précisément la loi travail. On a eu un premier projet. On est très surpris par certains éléments du projet, notamment sur l'inscription à Pôle emploi et les sanctions. Donc, on va regarder très précisément sur les droits des personnes, bien évidemment. Merci Henri. Alors, il est 9h29, donc malheureusement, on doit s'arrêter là. Il y avait encore quelques questions, mais je vais les transmettre à Henri et Maria parce qu'elles enrichissent toujours une réflexion. Bon, désolé, Maria nous a voilà, s'est déconnectée, mais Henri, tu lui transmettras, je lui transmettrai vos remerciements qui s'inscrivent aussi dans la discussion. Donc, merci Henri, merci Maria, merci à toutes et à tous d'avoir été présents ce matin. Encore une fois, ce webinaire sera disponible sur le site du Pacte du pouvoir de vivre, donc vous pourrez évidemment le revoir, mais aussi le transmettre, le partager, le diffuser autour de vous. N'hésitez pas, c'est fait pour ça. Merci à merci. Voilà. Yes, parfait Maria, pour la fin. On était au point de se dire au revoir, donc et j'allais dire à Henri qu'on allait te transmettre l'ensemble des remerciements qu'il y avait dans la discussion. Donc, merci pour ta présence, merci pour ton témoignage et tes éléments. Et puis, à bientôt. Et merci à tous. Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir, Maria. Merci aussi à Maria de son témoignage. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.